Bonjour Jean, merci d'être venu aussi vite. Bonjour, je vous en prie. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est parce que... J'ai fait une connerie, c'est ça? Non. Ah, c'est pour les tickets resto. Non. Ah, c'est parce que j'ai couché avec Captain NordVPN. Alors, pour ma défense, je tiens à dire... Bouclez-la! Pardon. Bien. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est parce que notre Saint-Siège a fait une mise à jour dans notre Sainte Religion sponsorisée. Du coup, voici un nouvel outil à votre disposition. Et qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la protection anti-menace. Car SaintNordVPN devient grâce à ça bien plus qu'un simple VPN. En utilisant la protection anti-menace, SaintNordVPN vous offre la possibilité de bloquer les trackers, les publicités malveillantes, bloque les sites web nuisibles et vous protège des logiciels malveillants. Le tout, même quand vous n'êtes pas connecté à l'un de nos nombreux serveurs à travers le monde. Et concrètement, je l'utilise comment? Grâce à la mise à jour, un bouclier protecteur apparaîtra sur les appareils que vous aurez exorcisés. Il suffira alors de l'activer pour profiter de toutes ces nouvelles options. Et je m'en sers comment? Avec l'invocation habituelle, la lumière de SaintNordVPN sortira de cette eau sacrée. Comme la fiole de Galadriel. La quoi? Non, laisse tomber. Autre chose? Pour le moment, vous ne pourrez exorciser que des ordinateurs avec la protection anti-menace, car notre Saint-Siège travaille encore à l'adaptation sur mobile. Toutefois, même avec sa protection anti-menace, SaintNordVPN reste satisfait ou remboursé pendant 30 jours, et comme toujours, tout le monde peut profiter d'une offre exceptionnelle grâce au code OCCULTURE ou en utilisant le lien disponible dans la description. Parfait. Et donc j'imagine que comme on m'a pas vu utiliser ce nouvel outil, il y aura une prochaine vidéo sponsorisée par NordVPN. Oui, et votre prochain ordre de mission vous a déjà été envoyé. Très bien, j'y vais donc. Bonne chance, Jean Constantin. Parmi les nombreux cryptides qui parcourraient ce monde, il y en a un sur lequel une vidéo nous est régulièrement demandée. Le Dahu. Alors il est grand temps que ce cryptide originaire des montagnes européennes ait le droit à sa propre vidéo. C'est donc parti pour un nouveau moment de culture. Le Dahu est un cryptide qui évoluerait majoritairement dans les montagnes bordant la France. On le trouverait donc dans les Vosges, le Jura, les Alpes et les Pyrénées. Par conséquent, le Dahu est également connu dans certaines régions de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et enfin de l'Andorre. Son nom est parfois orthographié différemment, comme avec un T à la fin de Dahu. Parfois dans les patois locaux ou dans les langues non francophones, son nom change carrément. On trouve par exemple Daru, Dari, Deri, Darou, Daru, Tahu, Tamaru, Tamaro ou encore Ruelbi. Mais dans tous les cas, il s'agit bien du même cryptide. Certaines rumeurs rapportent que quelques spécimens de Dahu ont été importés outre-Atlantique. On en trouverait donc également dans les Rocheuses aux États-Unis et dans la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Mais que savons-nous de l'apparence du Dahu? Eh bien, tout d'abord, il ressemblerait très fortement à un chamois, mais ses cornes seraient celles d'un bouc commun. Sa queue différerait en fonction des régions. Certains Dahus auraient une queue de chèvre, standard, quand d'autres, plus communs, auraient une queue de vache. Quant aux oreilles, le Dahu les aurait tombantes, similaires à celles d'un Saint-Bernard. Mais bien que cet animal soit déjà quelque peu étonnant, sa plus grande particularité serait une évolution morphologique atypique d'adaptation à son habitat naturel. Le Dahu vivrait dans un biotope composé de zones montagneuses aux pentes particulièrement inclinées. Par conséquent, l'évolution l'aurait doté de 2 pattes plus courtes d'un côté que de l'autre, afin de se déplacer aisément sur les flancs de montagnes les plus abruptes. On trouve donc 2 espèces de Dahus différents. D'un côté, nous avons les Dahus dextrogires qui ont les pattes de droite plus courtes que celles de gauche, les obligeant ainsi à se déplacer sur la montagne dans le sens horaire. De l'autre, nous avons les Dahus lévogires qui ont les pattes de gauche plus courtes que celles de droite et qui les obligent donc à se déplacer sur la montagne dans un sens anti-horaire. Vous l'aurez donc compris, les Dahus ne peuvent se déplacer que dans un seul sens autour de la montagne. Et s'ils font demi-tour, ils chutent.
Tout ceci compliquerait particulièrement leur mode de reproduction, chaque groupe de Dahu ne pouvant s'accoupler aisément qu'avec un individu tournant dans le même sens qu'eux. Pour des raisons logiques de reproduction en fait, puisqu'ils ont le même mode de reproduction que les chamois. Toutefois, même s'ils tournent dans le même sens, ce doit être le Dahu mâle qui se retrouve derrière le Dahu femelle. Pour des raisons logiques de mode de reproduction, encore une fois. Le problème étant que le temps de faire le tour de la montagne, la femelle peut s'être barrée. Le Dahu mâle se retrouvant alors comme un con à avoir fait le tour de la montagne, pour rien. Ce mode de reproduction si complexe aurait également eu pour conséquence de créer une saison des amours sur 12 mois. Malgré tout, il existerait des mâles assez téméraires pour s'être accouplés avec les femelles du groupe opposé. Ne me demandez pas comment ça s'est passé, ça devait pas être très joli à voir. De ces accouplements résulteraient 3 groupes de Dahu qui n'ont une espérance de vie que très réduite. Tout d'abord, les Dahu ascendants, qui se retrouvent avec les 2 pattes avant plus courtes, les obligeant toujours à monter. Au bout d'un moment, une fois arrivés en haut de la montagne, ils sont bloqués. Donc soit ils restent plantés là, en attendant la mort, soit ils décident de se laisser tomber tout en bas, en espérant survivre à la chute pour pouvoir remonter de nouveau. Ensuite, il y a les Dahu descendants, qui ont du coup les pattes arrière plus courtes, les obligeant à descendre de la montagne. Et oui, et une fois arrivés en bas, tout pareil, ils sont bloqués. On imagine qu'ils mangent toute la végétation environnante dans leur périmètre avant de mourir de faim. Et enfin, il y a les Dahu dissymétriques. Ceux-là se retrouvent avec une patte plus courte de chaque côté, mais en diagonale. Ce groupe de Dahu n'a malheureusement qu'une très faible espérance de vie. On vous laisse imaginer pourquoi. Ajoutons aussi la difficulté de la mise bas, puisque au moment de la naissance, le petit doit sans doute dégringoler le long de la pente, sauf s'il heurte un rocher entre-temps par chance, et il faut encore que sa mère puisse le rejoindre pour l'allaiter. Voilà. C'est pas facile la vie de bébé Dahu. Pardon. Peut-être vous demandez-vous ce qu'il se passe quand un ou une Dahu dextrogyre se retrouve nez à nez avec un ou une Dahu lévogyre du même sexe. Eh bien, la réponse est toute simple. Pas grand-chose. Les Dahu seraient des animaux particulièrement pacifiques et se contenteraient de s'esquiver lorsqu'ils se retrouvent sur le chemin d'un Dahu du groupe opposé. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais le Dahu est majoritairement herbivore, même s'il se contente de quelques insectes, devenant ainsi insectivore lorsque les plantes viennent à manquer. Du fait de sa difficulté à se reproduire et à naître, il ne resterait qu'un millier de spécimens à travers le monde. Certains pensent même qu'il ne resterait que des lévogyres. Du fait de sa ressemblance de loin avec un chamois, il serait particulièrement difficile à observer. Et pourtant, la chasse au Dahu est une coutume qui est tellement ancienne qu'on ne parvient pas à la dater. Celle-ci se pratique dans la majorité des régions en battue. Le groupe de chasseurs se divise alors en 2. D'un côté, les plus expérimentés, équipés de torches, ont pour but d'avancer en ligne dans la montagne afin de pousser le Dahu vers le second groupe. Cette seconde partie du groupe, composée du ou des moins expérimentés, sont censés attendre en bas de la falaise avec des sacs pour attraper le Dahu lors de sa chute. Une fois le signal donné par la première partie du groupe, la partie la moins expérimentée doit faire du bruit afin de surprendre le Dahu pour qu'il se retourne et qu'il tombe de sa falaise. Mais comme je vous le disais, il s'agit de la technique la plus commune. Il existe aussi une technique qui consiste à envoyer quelqu'un mettre du sel sur la queue de l'animal afin qu'il soit surpris et qu'il chute. Une autre technique encore consiste à mettre du poivre sur une pierre afin que le Dahu vienne, le sente, éternue et chute à cause de son éternuement. On peut d'ailleurs lire dans le fantastique ouvrage La disparition de Georges Perec une très poétique description de la chasse au Dahu. L'on chassa un Dahu, amusant animal, s'appariant au fond, mais qui, vivant au flanc du mont, a un corps si guingois qu'il suffit, pour l'avoir, d'offrir à son audition un gazouillis imitant l'irritant chant du goura, colombin qui n'a jamais pu souffrir. Surpris, furibard, mais surtout distrait, l'insouciant Dahu fait un soudain mi-tour, lors paumant son aplomb, choix au fond du vallon, où l'on va sans mal l'ahurir. Alors si la chasse au Dahu est si facile, et si l'on connaît tant de choses sur lui, pourquoi est-il aujourd'hui encore considéré comme un cryptide ? Eh bien tout simplement parce que le Dahu se classe dans le plus bas niveau de recherche des cryptozoologues. Le Dahu fait partie des cryptides classés dans la partie folklore et canular, car la chasse au Dahu est en fait à l'origine un bizutage. Pour le coup, on ne sait pas vraiment de quand date cette chasse à l'animal imaginaire, et nous n'avons aucune idée d'où provient le terme Dahu. Seules des suppositions existent quant à la description de l'animal. Certains disent qu'il s'agit en fait de chamois qui, vus sous un certain angle et à l'arrêt, peuvent donner l'impression d'avoir les pattes plus courtes d'un côté que de l'autre.
D'autres légendes racontent que cela viendrait de malformations physiques sur les pattes de quelques chamois, ou même de bouquetins, qui auraient inspiré la légende du Dahu. À part ça, mystère. Toutefois, on sait que la chasse au Dahu était une farce jouée par les montagnards aux citadins qui venaient faire un tour dans leur village. Aujourd'hui, c'est une pratique qui n'est plus très répandue tant le gag et l'animal sont connus, mais certains peut-être s'acharnent encore à essayer de faire croire à l'existence de cette étrange bestiole. Le but étant évidemment de perdre le nouveau venu dans un milieu qu'il ne connaît pas. La fameuse partie inexpérimentée du groupe, ou celle que l'on envoie avec le sel et le poivre, n'est évidemment pas coutumière des lieux. On rigolera de lui lorsqu'il parviendra finalement à retrouver le chemin du village où on l'attendra, sans doute un verre à la main. Le bisu sera alors accepté par le groupe. Oui, c'est un peu radical, et quelque peu dangereux, surtout si la chasse est lancée en plein hiver. Et c'est sans doute aussi pour ça que la tradition s'est petit à petit perdue, même si à notre connaissance, il n'existe aucun mort recensé dû à la chasse au Dahu. Aujourd'hui, la chasse au Dahu est surtout devenue une activité de colonie de vacances, de classe verte, ou tout simplement pour amuser les petits-enfants. Celle-ci est devenue un simple jeu de piste dans la montagne, afin d'observer la faune et la flore locale. Le Dahu, quant à lui, est surtout devenu le symbole de la montagne. On le retrouve sur des produits dans le commerce, comme les crottes de Dahu ou la bière La Dahu, dans de nombreux livres pour enfants, dans le nom de certains bars, hôtels ou encore restaurants, sur des panneaux routiers détournés, ou encore sur le blason de la ville de Venteuil dans la Marne, qui présente un Dahu bicéphale. Et si vous voulez observer un Dahu de près, on vous conseille le Muséum d'Histoire Naturelle de Perpignan, qui a créé un squelette de Dahu à partir d'os de mouflons, de moutons et de cornes de chamois, mais aussi le Fort de Barde en Italie, qui consacre toute une partie à l'histoire de ce cryptide, et qui expose un Dahu grandeur nature. Voilà, on espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. On voudrait, avant de finir celle-ci, vous partager cet excellent reportage fiction qui a été créé en 2003 par Thibaut Bérard, Vincent Gauthier et Frédéric Guirand, dont nous avons utilisé quelques images. On vous met le lien en fiche et en description, car il est très bon. On espère ne pas avoir gâché votre plaisir en révélant la supercherie, sans doute déjà connue, de la chasse au Dahu. N'hésitez pas à nous raconter en commentaire les histoires que vous avez pu entendre sur le Dahu, ou tout simplement à nous dire que vous ne connaissiez pas cette aberration de l'évolution. N'hésitez pas à nous le dire si vous faites partie de ceux qui ont été piégés enfants ou adultes sur la chasse au Dahu, on sera ravis de lire vos histoires. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux, c'est comme d'habitude, Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous voulez nous soutenir, ça se passe sur Utip ou tout simplement sur YouTube en devenant membre de la chaîne. Quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture. Tiens, une petite anecdote à propos de l'utilisation du terme Dahu. La première fois que Marie-Madeleine a entendu ce terme, c'était à la montagne, en Savoie, donc totalement logique. Mais moi, la première fois que j'ai entendu parler du Dahu, c'était dans l'Aisne, dans le nord de la France. Et autant vous dire que dans la ville de Coucy-le-Château, il y a un château, mais pas de montagne. En fait, aller à la chasse au Dahu était une façon élégante de dire « aller aux putes ». Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt pour de nouvelles anecdotes pas du tout occultes.